Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre fidélité à Hope Channel Télévision. Bienvenue à suivre les principales actualités qui ont fait la une tout au long de cette semaine. L'épidémie de choléra est effective en province du Nord Kivu. Sake, Nyiragongo sont des constats assez frappants. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément de reportage de Brianka Bouoro et Adrien Maguen. Au mois de mai dernier, l'épidémie de choléra s'est déclarée au Nord Kivu dès le début supposé de la saison sèche qui raréfie l'eau potable, et même l'eau tout court. Le total aujourd'hui, nous pouvons en avoir au moins, depuis que nous avons ouvert, on peut avoir un total de 15 à 18 malades. Car tout juste l'épidémie se déclare quand on a juste un malade. On déclare que c'est une... Il faudra attendre juillet, soit 2 mois plus tard, pour que l'autorité des tutelles en province en parle. Si vous avez vu une grande délégation des équipes qui étaient à René ici, c'est parce qu'au niveau du secteur santé, nous faisons face à une flambée des cas de choléra ici à Ville de Goma. Et cela suite à la problématique d'approvisionnement de l'eau potable à Ville de Goma. Et la Ville de Goma sana hapa tunahitaji maji na dawa. Tuko watoto viko na hana, tunakosa dawa, tunakosa tufanye nini? Tunakosa maji. Tunakosa na makuta kusema tuuze kana dawa watoto tuone kama watakuwa. Mtusaidia sana mkwe nguvu. Bidon maji 500 francs watoto tupate maji pangangi 3. Visiblement, les centres de santé de Nyiragongo sont débordés. Les locaux servant des bureaux habituellement reçoivent les malades. Le choléra est à la porte de Goma alors que Virunga, Majengo, Imbi ou encore Mabanga, aucun quartier de la ville n'est à l'abri de la pénurie en eau potable. Après l'exercice des simulations d'éruptions volcaniques dans la province du Nord Kivu, c'est lundi 3 juillet 2017, la population dans certains quartiers de Goma déplore la faible portée de la sirène d'alerte. Je vous propose de suivre des détails dans cet élément de votre journal. Tout à fait, j'en ai pas totalement la peur parce que je sais que s'ils font cela, c'est pour tout justement prévenir la population de se mettre en garde pour tout ce qui peut se présenter à ce qui concerne le volcan qui est là. Ouais, je pense que c'est une affaire de prévenir parce que bien avant, lorsque ça n'y était pas et lorsque le volcan se présentait, il y avait toujours plusieurs cas de morts et des incendies dans des quartiers. Et c'est pourquoi on a placé cela pour prévenir la population de se préparer pour tout ce qui peut s'apporter dans la société et de se mettre en garde. Je vois que c'est très important parce que les habitants pour savoir comment gérer la situation des potables. On peut avoir peur, mais quand même, il faut d'abord informer à la population. Parce que milieu toujours on a kubisikia na kule wanja kuviona peke na kuivivre. En tout cas si asikia kweli habari. Kiomba kwanza watu informe kama itapigiwa juu ya nini. Juu wakazipiga na hatujue kama ni juu ya nini. Tunaweza tu ugopa. Situko wanadamu.
L'augmentation de la température à 2,3 degrés a provoqué depuis plusieurs années une perturbation climatique dans la province du Nord Kivu à Goma. Cela s'ajoute le problème des déboisements et d'autres facteurs. Je vous propose de suivre les détails avec notre confrère Michel Kakoulé qui interviewait un chef de département de l'OVG. Bon, les volcans peuvent aussi être une des causes de ces réchauffements climatiques, perturbations climatiques, puisque les volcans aussi ont une conséquence sur le climat. Donc on ne peut pas exclure les volcans totalement, mais l'homme, c'est surtout d'abord l'homme ici chez nous, l'homme qui est à la base. Nous avons déboisé la ville, donc la ville n'a plus d'arbres, la ville n'a plus d'espace vert, par conséquent, et puis les déchets sont jetés en désordre, ne sont pas bien gérés, c'est ça qui fait que qu'il y a réchauffement climatique. Non, il y a aussi l'aménagement par l'homme, les bétons, les routes, non, nous sommes en train de bétonner nos parcelles, ça fait qu'il y a donc de voir la chaleur. Et puis l'augmentation des maisons, des tôles, ça fait aussi donc la chaleur aussi qui arrive. Donc c'est ça, donc c'est l'homme qui est à la base, mais le volcan vient aussi compléter l'action donc anthropique, donc l'action de l'homme. En parlant toujours de l'OVG, l'OVG rappelle à toute la population du Nord Kivu en général et des Goma en particulier de garder le calme car le volcan Nyiragongo ne présente aucun danger immédiat bien qu'il est en activité. Les détails dans ces reportages. L'activité a augmenté au niveau du cratère du volcan Nyiragongo mais ne constitue aucune menace immédiate à la population. L'observatoire volcanologique de Goma rappelle aux habitants de la ville que les tremblements de terre est un phénomène naturel, mais le plus important c'est de s'habituer. Quel comportement faut-il adopter? Il a bougé, l'activité a augmenté à l'intérieur du cratère, mais ça n'a pas eu d'impact sur nous la population. De ce côté-là, nous maintenons notre couleur jaune pour dire que la population doit vaquer normalement à ses occupations sans inquiétude. Le tremblement de terre a eu lieu. Justement, le tremblement de terre, ça peut détruire, ça peut renverser les arbres si ils n'ont pas de base, de sous-bassement, de fondation. Votre maison est mal construite. Peut-être vous avez construit à l'endroit où la terre peut se manifester, peut respirer, vous aurez des problèmes. C'est pourquoi nous avons toujours recommandé. Quand quelqu'un veut faire un projet, investir dans la construction, construire bien, il faut qu'il se renseigne. Notons que le 4 juillet dernier, la population des différentes localités du territoire de Rutshuru a ressenti un tremblement de terre de 4,6 magnitude, a précisé Kasereka Maïnda. Poursuivons ce journal, fidèles téléspectateurs. La société civile républicaine sort de son silence sur l'instabilité du taux d'échange au Nord Kivu. Elle demande au ministre de l'économie de se prononcer à ce sujet. Michel Mouloumé Mounene est dans ses propos recueillis par Michel Kakoulé. C'est d'après un moment, nous avons observé que la population n'est pas fixée sur les taux d'échange sur le marché. Nous avons constaté qu'il y a les commerçants qui sont en train de s'imposer, de s'imposer pour ne pas avoir un taux donc normal sur le terrain. Il y a là où on change pour $1 pour 1400 francs congolais et ailleurs on change pour 1500 francs congolais et aussi ailleurs aussi on change pour 1550, 1600 francs congolais et là nous avons observé que c'est pas un problème, donc la population n'est pas fixée sur le vrai taux d'échange dans la population du Nord Kivu, donc de Goma. Et c'est un problème. Alors là, nous avons demandé à notre ministre de l'économie de passer, de faire le moyen pour nous donner les vraies informations pour ces problèmes-là, parce que tu vois comment les vivres sont en train de galoper le prix sur le marché, on ne sait pas, 1 kilo de viande maintenant coûte combien aujourd'hui, les transports, c'est un problème, et aussi, donc tu vois que les vivres sont en train de... Chaque fois, il y a des prix qui changent parce que la population n'est pas fixée. Et c'est avec ça que nous, la société civile républicaine du Congo,
nous avons besoin de demander aux autorités provinciales, nationales, et surtout au ministre de l'économie, pourquoi pas aussi aux députés, d'en parler, parce que franchement, comme élus du peuple, nous ne sommes pas fixés, c'est un problème où la population souffre de ça. Parlons justice en présent dans ce journal. Les procès contre les présumés assassins des experts onusiers au Kasaï en mars dernier s'est poursuivi ce mercredi. La vidéo du crime a été projetée en présence de tous les acteurs. Je propose de suivre les détails dans ces récits des Maguen Débat. Le procès des assassins présumés des experts onusiens Michael Sharp et Ezaïda Catalan s'est poursuivi ce mercredi 6 juillet 2017 devant le tribunal militaire de Kananga avec en point d'orgue la projection de la vidéo illustrant l'horaire où avaient péri les deux enquêteurs. Les documents avaient déjà été diffusés il y a quelques mois, suscitant la grogne de la communauté internationale et des proches des victimes. Pour cette fois, ce n'était pas une diffusion publique mais en huis clos. À la demande du ministère public, cela a été fait en présence des prévenus, des avocats, des deux parties et du juge. Décidément, le procès visait à établir une preuve solide et irréfutable contre l'un des 4 accusés présents dans la salle. Mais la défense ne s'est pas laissée impressionner. Elle a remis en doute l'authenticité de la preuve supposée en évoquant le fait que, dans sa réquisitoire, l'avocat de la République n'a pas retenu la même évidence pour d'autres individus identifiables par voie sonore. Elle soutient que si le document est authentique pour inculper les prévenus, il doit être contre tous. Pour rappel, l'Américain Sharp et la Suédoise Catalan ont été tués en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les massacres au Kasaï. Leurs accompagnateurs des nationalités congolaises tués avec eux restent malheureusement au second plan dans ces procès. Poursuivant ce journal, la notabilité de Walikale n'est pas d'accord avec la fermeture de la base de la MONUSCO dans ces territoires. L'annonce de retrait des troupes a été faite mercredi 5 juillet dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Je vous propose donc de suivre les détails dans ces propos recueillis par Jonathan Mupenda. En fait, nous, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si on va tenir compte de ce que nous disons, mais Walikale veut dire à la MONUSCO qu'on n'est pas d'accord avec le départ des contingents ou des casques bleus de la MONUSCO. Parce que certainement que la MONUSCO n'a pas ou n'est pas en train de faire tout ce que nous aurions voulu qu'elle fasse, mais sa présence n'est pas néant, c'est pas rien. C'est une grande contribution à la question de stabilisation, même de développement dans le Walikale. La seule présence de casques bleus est dissuasive dans le territoire de Walikale. Vous savez que Walikale est encore plein de groupes armés. Et si la MONUSCO partait, est-ce même UNAS sera disposé à pouvoir atterrir à Walikale? Que donc, nous sommes en train d'y réfléchir, mais d'emblée, il faut dire que nous ne sommes pas d'accord avec le départ de la MONUSCO. Nous allons devoir rencontrer le chef de bureau. Et s'il n'est pas d'accord avec nous, nous pensons organiser d'autres actions qui vont exprimer cette volonté des gens de Walikale à ne pas être d'accord avec le départ de la MONUSCO. Restons toujours sur la même actualité en rapport avec la MONUSCO. Elle dit réfléchir sur le retour des opérations dans les territoires de Walikale et Massissi. Ceci au cours du briefing effectué avec la presse ce vendredi 7 juillet 2017. Encore une fois, Jonathan Mupenda pour les détails. Au cours du briefing bi-hebdomadaire de ce vendredi 7 juillet 2017, la MONUSCO a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire partout en province du Nord Kivu. À titre d'exemple, dans le Massissi, 7 cadres de l'Alliance du Peuple pour un Congo libre et souverain ont été tués pendant les affrontements avec l'armée régulière. Après Nyabiondo et Kichanga, la même mission a porté secours aux différents déplacés qui ont fui suite à ces mêmes affrontements. Manifestation aussi dans la paix. La brigade Nord Kivu a rapporté que le 4 juillet 2017, des présumés éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, ont attaqué la localité de Gozozotop, à 2 km à l'est de la COB Nyabiondo. Ces cadres APCLS ont été tués au cours de l'attaque et 400 civils fuyant les combats ont trouvé refuge à la COB.
Une force de réaction rapide a été dépêchée sur place en soutien. Signalons que s'agissant du retrait des casques bleus dans les territoires de Walikale et Massissi, la MONUSCO dit pouvoir faire une étude d'approfondissement sur le maintien des troupes dans les territoires après demande des notables. À la suite de la déclaration du président de la CENI, Corneille Nangaa, qualifiant d'impossible la tenue des scrutins présidentiels à 2017, l'opposition dénonce une énième bravade contre le peuple congolais, alors que la majorité salue un réalisme pour la tenue des élections crédibles et pacifiques en République démocratique du Congo à une période conséquente. Je vous propose de suivre deux propos qui ont été recueillis par Brianka Bouoro et Magen Deba. Bon, sinon, pour nous, nous avions déjà constaté depuis longtemps que l'accord lui-même a été violé par des experts en violation. Ils ont commencé par violer la Constitution, ils ont violé l'accord, l'arrangement particulier. Donc nous sommes en train d'aller de violation en violation. Par rapport à tout ce qui se passe, pour nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est celui de l'alternance. L'alternance, parce qu'au sein de cet accord, il est prévu qu'au plus tard, le 31 décembre de cette année, qu'il y ait élection. C'est tout ce que nous attendons de cet accord. À moins qu'il y ait des raisons valables, c'est tout à fait normal. Il peut y avoir une catastrophe naturelle qui dérange un peu tout, mais jusqu'à là, il n'y a encore aucun frein, parce que le processus d'enrôlement évolue très bien et la sécurité s'est rétablie dans le Grand Kassai. Il y a eu TENAFEP la semaine passée, bientôt il y aura examen d'État. Ce sont des indicateurs qui prouvent à suffisance que la situation sécuritaire est bonne. On peut déjà commencer l'enrôlement dans le Grand Kassai et nous permettre d'avoir les élections à la fin de cette année. Donc jusque-là, il n'y a pas une gymnastique qui peut nous amener dans un mensonge de la majorité présidentielle. Pour nous, il y aura bel et bien élection. S'il n'y a pas élection, selon votre question, nous allons constater, nous allons tirer les conséquences, et les conséquences, nous les avons déjà annoncées, c'est qu'après le 31 décembre, M. Kabila et son ami Corneille Nangaa plient bagage et s'en vont. Nous allons voir comment diriger la République sans eux. Le gouvernement est en train de travailler arrache-pied-vraiment. Je ne pense pas que nous puissions prêter déjà de mauvaises situations à ce gouvernement-là. Mais s'il peut y avoir une modification par rapport à l'organisation des élections que nous attendons tous, comme ICP, comme majorité, comme tout autre Congolais qui a évidemment besoin des élections. C'est cela d'ailleurs qui fait assez que les Congolais soient curieux pour que les élections aient lieu dans cette République démocratique du Congo. C'est ça le souhait de tout et chacun. Mais ce gouvernement de Bruno Tshibala, qui est un gouvernement d'union nationale de coalition et qui a comme objectif l'aboutissement des élections, pour dire que les élections seraient organisées en 2017, là c'est aussi tromper la population. Tout Congolais attend de ce gouvernement quand même quelque chose en termes des échéances électorales, puisque tout le peuple congolais qui aurait peut-être la volonté que la RDC aille en avant et attend vraiment beaucoup de ce gouvernement-là. Mais dire que ce gouvernement doit être démissionnaire, c'est vraiment là une vision, puisque c'est le gouvernement qui a été installé avec vraiment un compromis. Restons toujours sur la même actualité. Les gouvernements du président Kabila et aux différents ministres multiplient des rencontres au pays comme à l'extérieur. Ces derniers mois, pour contenir la crise politique et l'insécurité du scrutin en décembre prochain. Quel dénouement peut-on en espérer? Encore une fois, Magen Deba nous propose ses analyses. Der Spiegel et la participation au sommet des chefs d'État africains sont deux moments de référence dans la politique du président congolais Joseph Kabila, alors qu'il est sous pression pour la convocation en fin d'année d'un scrutin qui devrait amener à la désignation de son successeur. Entre l'interview historique aux médias allemands en juin et la participation surprise au sommet de Lyon en début juillet, le Raïs a entrepris des stratégies de communication jusque-là inédites depuis son arrivée au pouvoir il y a 16 ans. En difficulté dans ses relations avec les USA et l'UE qui exigent les élections, le régime de Kinshasa s'est appuyé sur les gouvernements africains, y compris jusqu'à remporter le duel au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour garder la direction des enquêtes au Kassai, contrairement à la position des puissances occidentales. C'était alors en juin. Mais le soutien de l'Égypte ou encore de la Côte d'Ivoire avait un prix. Souvent indifférente, voire muette en diplomatie, la Kabylie s'est démarquée en dépêchant dans plusieurs capitales africaines, puis à Washington, une mission conduite par le ministre des Affaires extérieures, Sheoki Tundu. Une interrogation arrive.
Est-ce pour sauver l'image du pays dans le monde, pour affermir la coopération régionale ou internationale, ou est-ce simplement pour sauver un régime? Puisqu'à l'intérieur du pays, la communication est également intense. Les zones en conflit comme Beni ou le Kasaï ont reçu soit le ministre de l'Intérieur, soit celui de la Défense pour affirmer l'attention de l'autorité. Puis, le président de la République s'est lancé personnellement dans le dialogue avec des notabilités provinciales au Kasaï central, dans le Haut-Katanga, dans la Chopo et aujourd'hui au Maniema pour concrétiser ses propos du sommet bilatéral avec le président Zuma d'Afrique du Sud, faisant du dialogue un cadre permanent de règlement des différends en RDC. Sachant que le principal différend politique est l'alternance à la tête de l'État, faut-il penser que le président Kabila veut repousser la date de la présidentielle pour rester au pouvoir au-delà du mandat spécial de l'accord de la Saint-Sylvestre? Ni un secret, ni officiel, la CENI, dont le processus d'enrôlement des électeurs a débordé sur les temps, n'est pas dans les dispositions pour organiser les élections générales. Le G16 de Moïse Katumbi, plateforme du rassemblement qui s'est rendu à l'évidence, accepterait une nouvelle transition, mais sans l'actuel chef de l'État. De son côté, la Cinco, plus ferme encore, a appelé à la désobéissance civile pour exiger le respect de l'accord du 31 décembre. Dans les rangs de la majorité présidentielle, on n'écarte plus l'option d'un référendum. Quelle carte se joue actuellement dans la classe politique congolaise? Le temps le dira. Avant de mettre un point final à ce journal, parlons à présent aide humanitaire. L'Union européenne, qui se dit fortement préoccupée par la crise humanitaire en République démocratique du Congo, a annoncé une aide humanitaire de 5 millions d'euros qui devrait contribuer à répondre aux besoins humanitaires en plus urgents de la population victime des conflits, surtout dans les Kasaï. Je vous propose de suivre le détail dans cet élément de votre journal réalisé par Fabrice Choueka. 5 millions d'euros, c'est le montant que représente la nouvelle aide de l'Union européenne à 8 provinces congolaises touchées par les conflits, entre autres les 2 provinces d'Ikasaï au centre de la RDC. Monsieur Christos Stylianides, le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a déclaré que l'Union européenne est extrêmement préoccupée par la crise humanitaire qui sévit actuellement au Kasaï et qui voit un très grand nombre de personnes exposées à des atroces souffrances. Ce montant mis à disposition de la RDC aidera pour la toute première fois dans cette région nos partenaires humanitaires à répondre aux besoins les plus urgents des personnes touchées par les conflits, a-t-il ajouté. Cela étant, seul le dépôt des armes et le rétablissement de la paix permettront en définitive à tous ceux qui sont victimes de ces conflits de rentrer chez eux et de construire leur vie. Ce financement de l'Union européenne contribuera à répondre aux besoins en matière de protection, d'accès à l'eau potable, d'abri, d'assainissement, mais également aux besoins sanitaires et humanitaires pour prévenir les maladies déficitaires et les épidémies courantes en des périodes de telles crises. Pour rappel, c'est depuis août 2016 qu'une situation d'urgence complexe a vu le jour dans les Kasaï, provoquant des déplacements massifs et aggravant la situation de la sécurité alimentaire. Actuellement, quelques 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et le Programme alimentaire mondial estime que 42% des besoins alimentaires de la population ne sont plus couverts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que nous baissons le rideau de ce journal. L'actualité continue à bande passante sur votre télévision. Portez-vous bien chez vous.